Ah, ça devrait être bon là. Tu m'entends? Et le son? Pourtant, normalement, le son est activé. Ah bon? D'accord. Bon, ben, bonjour à tous. Désolé pour ce retard. On a du mal à lancer la session. Donc, j'espère que maintenant tout fonctionne correctement. Bienvenue à ce séminaire dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Vous êtes ici en direct de la Guyane, voilà, un peu d'exotisme. Fin d'après-midi pour vous, milieu de journée pour nous. Donc, on va parler aujourd'hui création d'entreprise dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc voilà, quelques règles consignes par rapport au déroulement de la session, notamment par rapport aux questions que vous voudrez nous poser. Hein. On aura un temps de réponse aux questions, ou voir, j'ai un collègue qui est à côté de moi qui lit le chat et qui va pouvoir me relayer les questions pendant que je présente. Il y a un onglet dédié, hein. C'est pas la peine d'écrire vos questions dans le chat. Écrivez-les dans l'onglet questions. Voilà. Euh, j'ai créé un lien pour que vous puissiez télécharger le document. Je vais vous le retrouver, vous l'envoyer tout à l'heure. Parce que j'avais fermé mon onglet. Donc voilà. Donc, on est dans les les opérateurs privés. Donc avec les grands groupes. Puisque je me suis fait sauter le réseau qui intervient. Donc, vous avez une centaine de webinaires qui sont accessibles tout au long des semaines. Ouais, alors j'essaie de faire un petit peu plus doucement, peut-être parce que c'est. Pourquoi j'ai ce truc-là? D'accord. Je veux créer mon entreprise. On... D'accord, moi j'en suis pas encore là. Voilà, ok. Ça défile tout seul, j'ai touché à rien. C'est magique. Donc, et voilà, j'ai plus de connexion. C'est revenu. D'accord. Alors on est désolé parce que la connexion en Guyane n'est pas géniale. C'est malheureusement comme ça partout. On n'a pas la fibre et compagnie. Donc voilà. Alors, on va parler création d'entreprise de manière spécifique par rapport au conseil en évolution professionnelle. Pour vous préciser ce que je suis moi, je suis donc le manager du conseil en évolution professionnelle à la BGE Guyane, mais je suis également le responsable du pôle création d'entreprise, qui est le cœur de métier de la BGE Guyane. Donc,
Dans ce cadre du CEP, il y a des liens avec la création d'entreprise qu'on va mettre en évidence aujourd'hui pour vous qui êtes salarié, qui avez peut-être un projet de création. Donc, pourquoi faire appel au conseil en évolution professionnelle pour créer son entreprise? Le conseil en évolution professionnelle, le CEP, on verra à la fin un petit détail, un petit rappel dans quel cadre il agit. Eh ben, un projet de création d'entreprise, c'est un projet personnel, c'est un projet professionnel. Donc, au même titre que vous pouvez aller voir votre conseiller CEP pour un projet de formation, un projet d'évolution, un projet de reconversion, euh, ça peut être dans le même domaine d'activité que vous avez, ça peut être dans un autre domaine. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une reconversion, mais en tout cas, il s'agit d'un projet professionnel. Donc, vu que le conseil en évolution professionnelle est là pour vous aider à mettre en place vos projets, et ben, c'est tout à fait justifié que dans le cadre d'un projet de création d'entreprise, vous fassiez appel à votre conseiller CEP. Donc, il va vous aider donc à monter, à réfléchir à votre projet parce que on peut très bien avoir une idée de création d'entreprise, avoir un projet, mais ne pas savoir ensuite comment, qu'est-ce que je fais avec ce projet, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et donc, le conseiller va vous aider sur cet aspect-là. Et il a également un rôle de vous informer de où est-ce que vous pourrez trouver du soutien, de l'information dans l'environnement qui est le vôtre au niveau départemental, régional, pour savoir quels sont les organismes qui peuvent vous accompagner dans la poursuite de votre projet professionnel. Et un troisième aspect dans lequel le CEP peut être utile, c'est qu'il y a un dispositif démissionnaire qui est spécifique pour la création d'entreprise, duquel on parlera dans un troisième temps tout à l'heure. Donc, tout d'abord, un projet de création d'entreprise, ben, il s'insère dans votre évolution, hein, et donc il est pas indépendant de votre projet personnel et votre projet professionnel. Et donc, il faut voir comment s'insère ce projet de création d'entreprise par rapport avec votre évolution. C'est-à-dire que le projet, il doit être défini. Hein, on doit en voir les contours au fur et à mesure de l'avancement de la réflexion. Et pour ça, il y a des méthodes. Et comme ces méthodes s'appliquent à tout type de projet, votre conseiller CEP les maîtrise, ces méthodes, et il va vous aider à concevoir voilà, le projet, concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes motivations pour entreprendre? Parce que ça, c'est une question importante, la motivation. Qu'est-ce qui me pousse à aller vers la création d'entreprise? Est-ce parce que c'est parce que je veux augmenter mon cadre de vie, améliorer mon cadre de vie, être indépendant, travailler moins ou me consacrer une passion? Et de cette motivation, votre projet de création aura une forme plus ou moins différente, hein, selon la motivation que vous avez à créer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez explorer avec votre conseiller. Alors, on me pose la question de savoir si la reprise d'entreprise est traitée au même titre que la création d'entreprise dans le CEP. Tout à fait. C'est vrai que on a traînant depuis longtemps dans les milieux de la création d'entreprise, on oublie de dire qu'on parle de création, reprise d'entreprise, mais c'est exactement le même sujet. Les dispositifs sont les mêmes, les motivations, tout ce que je vous dis qui parle de la création aujourd'hui vaut pour la reprise d'entreprise. Donc votre projet, il doit prendre forme et puis bah, il faut concrètement le mettre en œuvre et c'est pour ça, et ben, il y a un timing à respecter par rapport à vos engagements professionnels puisque bah, il y a déjà au niveau réglementaire des délais par rapport au départ de votre entreprise, hein, les préavis. Et puis, bah, votre projet en lui-même, il peut prendre du temps à se lancer puisqu'il y a des démarches à faire. Il y a peut-être des financements à obtenir, il y a peut-être des formations. Donc, ça se programme et ça se planifie. Donc, le CEP peut être utile aussi dans ce sens-là.
S'entourer des bonnes personnes, et ben ça c'est le rôle du CEP qui connaît son territoire, l'environnement et qui pourra vous orienter vers les bons organismes, les bonnes personnes, les bonnes solutions par rapport à votre projet. Hein, un projet c'est très important puisque un projet de création d'entreprise, c'est une activité sociale avant tout. On ne crée pas son entreprise et on ne la fait pas tourner tout seul dans son coin. Non, on s'adresse à des clients, on a des fournisseurs, on a des financeurs, on a des administrations. Donc c'est un projet social, c'est une activité sociale. Et donc, il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut arriver à convaincre les bonnes personnes à adhérer à notre projet. Donc, déjà, connaître l'environnement, c'est important. Et là, le rôle du CEP, c'est de vous informer sur ce qu'il existe sur votre territoire. Le CEP peut vous être utile aussi pour penser à des pistes alternatives parce que votre projet n'ira peut-être pas au bout. Ou alors, votre projet prendra une forme différente de ce que vous aviez imaginé. On va voir tout à l'heure qu'il y a le dispositif du CEP démissionnaire qui est à disposition quand on veut créer une entreprise et qui est une demande que l'on fait par rapport à son projet, mais qui n'est pas toujours acceptée. Donc, qu'est-ce que je fais quand ma demande est refusée? Donc, il faut toujours avoir une piste alternative. Et ça, c'est une réalité quand on parle de création d'entreprise. On peut partir sur plusieurs plans. Hein. Je pars à un plan où je vais demander des subventions et j'ai toutes mes subventions. Dans ce cas-là, je démarre comme ça. Et puis j'ai un autre plan où j'ai que quelques subventions. Puis j'ai un autre plan où j'ai pas du tout de subventions. Donc à chaque fois, comment je me projette concrètement, comment je mets en place un plan d'action pour aller au bout. Ou même, carrément, ben, pourquoi pas aller voir, retourner vers le salariat, hein, abandonner le projet de création et voir si ça peut pas mener, à une évolution, une reconversion dans une autre entreprise. Donc les pistes alternatives, ça s'étudie en amont pour pas se retrouver, le bec dans l'eau. Un projet de création peut également amener à avoir besoin de formation. Puisque on peut très bien maîtriser un cœur de métier, mais on a besoin de se former, qui à la comptabilité, qui à la communication. Mais il y a également des activités réglementées qui exigent des habilitations, des formations et pour lesquelles il est obligatoire de les passer avant d'exercer ou de s'y matriculer. Et dans ces cas-là, le CEP reprend, tout son sens, de conseil sur, les parcours de formation, les financements de la formation, les organismes et vous aider à choisir le meilleur parcours pour arriver à votre but. Donc, s'y retrouver dans l'environnement de la création d'entreprise, c'est pas toujours évident. On a beaucoup d'informations sur la création d'entreprise. Dès que j'imagine que parmi les gens qui sont présents, il y en a quelques-uns qui ont des projets, qui ont déjà regardé sur internet, des sites, qui sont très, très nombreux sur la création d'entreprise et à force, on a, beaucoup, d'informations, on s'y noie un petit peu, hein. Ça, c'est un des freins, très souvent rencontrés, en termes de création d'entreprise. Donc le rôle du CEP, va être là de, filtrer un petit peu, et de vous orienter, vers les bonnes personnes. Donc les organismes indispensables, quand on va créer une entreprise, ben, ça peut être, des chambres consulaires, par exemple. Voilà, quelle ch est-ce que je dépends de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de l'URSSAF? Heu, les organismes d'accompagnement, il y a beaucoup d'organismes sur tous les territoires, encore plus chez vous que chez nous, d'accompagnement à la création d'entreprise et donc ça c'est pas le métier du CP, du CEP, la création d'entreprise, hein. Le métier du CEP, c'est de vous accompagner dans les projets, mais c'est pas un spécialiste technique de la création d'entreprise. Donc lui, il peut vous orienter vers des spécialistes techniques de la création d'entreprise, tels que le réseau des BGE qui est présent sur tout le territoire. Et puis après, vous avez des structures qui vous permettent de tester votre activité, comme les pépinières, les coopératives, les couveuses. J'ai pas tout mis, hein. Il y a les accélérateurs également. Voilà, ça, ce sont des organismes qui, pour ceux qui connaissent le concept de portage salarial, de choses comme ça, vous êtes salarié de la structure et ça vous permet de tester l'activité sans prendre trop de risques. Et une fois que vous avez testé, vous pouvez vous lancer de manière indépendante.
Et donc, dans ce parcours à la création, vous pouvez également avoir appel à des cabinets d'études, des cabinets d'experts comptables, des organismes de formation, comme on disait, quand il faut avoir des certifications, des habilitations, ou alors pour renforcer ses savoir-faire entrepreneuriaux. Et il y a bien sûr les organismes de financement qui sont souvent incontournables par rapport au projet. Donc voilà, le rôle du conseiller CEP, ça va être de vous diriger vers les bonnes personnes, de fluidifier l'information qui est disponible un peu partout, hein, puisqu'on va trouver, si vous allez sur Internet, quand on parle de financement, vous allez trouver plein de dispositifs de financement. Cependant, territoire par territoire, les informations sont très différentes. Hein, je dirais même commune par commune, comme on l'a nous en Guyane. Il y a des communes qui sont éligibles à certaines subventions quand on réside dans une commune et quand on est dans une autre commune, on n'est pas éligible. Donc voilà, il y a besoin d'une information contextualisée, territorialisée, filtrée, et ça, c'est le rôle du CEP. Alors, le dispositif démissionnaire, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Ce qu'on appelle le CEP démissionnaire. Donc, ça s'adresse aux personnes qui sont en poste et qui ont pour projet de créer une entreprise et donc qui doivent quitter leur poste. Pour ça, ils peuvent très bien démissionner, ils peuvent très bien faire une rupture conventionnelle, faire un licenciement. Cependant, si aucune de ces solutions ne fonctionne, il reste le dispositif démissionnaire. Puisque l'objectif du dispositif démissionnaire, c'est en lien avec vos droits aux allocations de retour à l'emploi, les ARE, qui sont les indemnités chômage versées par Pôle emploi. Euh, Tout le monde maintenant sait que quand on démissionne sèchement d'une entreprise, on n'est pas éligible aux ARE tout de suite. On a un délai de carence qui a un nom technique dont je ne me souviens plus, qui peut durer jusqu'à 4 mois, pendant lesquels vous ne percevez rien, et au bout de 4 mois, votre dossier est étudié pour percevoir vos ARE. Si vous avez un licenciement, vous avez le droit aux ARE, sauf si c'est un licenciement pour faute grave. Si vous faites une rupture conventionnelle, vous avez le droit aux ARE. Cependant, si tout ça n'est pas possible, en dernier recours, vous avez donc le dispositif démissionnaire. Donc ce dispositif vous permet de démissionner et dans la foulée de postuler auprès de Pôle emploi pour avoir vos ARE. Pour cela, il y a quelques conditions. C'est d'être en CDI. En CDD, ça ne fonctionne pas. Ce n'est que en CDI. Et la condition qui dit compter au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises. Alors, à bien comprendre, il faut, au moment de la demande, être en CDI. Par contre, dans les 5 ans d'activité salariée que vous avez fait dans une ou plusieurs entreprises, vous pouvez avoir fait d'autres types de contrats. Vous pouvez avoir enchaîné des CDD, enfin obtenu un CDI, et là, à ce moment-là, vous pouvez faire la demande. Ce qui est important, c'est qu'au moment de la demande, vous soyez en CDI. Et que les 5 ans d'activité, c'est assez contraignant, puisque entre deux contrats, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 jours d'arrêt. Il y a un nombre de jours à faire de salarié pendant 5 ans, c'est 1360 jours, j'ai plus le nombre exact, c'est ça. Et donc, en gros, quand on le traduit dans les faits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plus de 2 jours de latence entre deux contrats. La troisième condition, c'est d'avoir un projet de reconversion qui est donc considéré comme réel et sérieux par la CEPIR, la Commission paritaire interprofessionnelle régionale. Donc là, c'est un volet sur lequel on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure, et qui dit qu'en gros, voilà, il faut justifier de la pertinence de votre projet pour bénéficier du CEP démissionnaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le CEP, le passage par un CEP, est obligatoire dans le cadre du CEP démissionnaire. Vous êtes obligé de passer par votre conseil en CEP qui, lui, initie la démarche du conseil en évolution professionnelle. Et le texte de loi qui encadre ce dispositif dit qu'à partir du moment où vous avez saisi votre conseil en évolution professionnelle, vous pouvez démissionner de l'entreprise. Dans les faits, on vous conseille fortement d'attendre le résultat de la commission avant de démissionner. Mais par contre, rien ne vous empêche de le faire avant. Mais c'est très, très, très déconseillé. Alors,
On vous a mis le site démissionreconversion.gouv.fr qui vous permet de voir déjà dans un premier temps si vous êtes éligible au dispositif. S'il y a un simulateur qui a été mis en place par Pôle emploi et selon les informations que vous lui fournirez, il vous dira si vous êtes éligible ou non. Alors, le projet réel et sérieux. Qu'est-ce que c'est un projet réel et sérieux? Eh ben, il faut que la commission, elle va juger de votre projet en espérant que votre projet tienne la route et que vous arriviez à en sortir une activité salariée à minima. Sinon, ils ne donneront pas leur avis favorable. Et donc, pour ça, la première chose, c'est la faisabilité du projet. Donc, la faisabilité du projet, elle peut se faire en termes de. Elle peut s'analyser en plusieurs termes. Il y a la faisabilité technique, il y a une faisabilité économique euh, qui, euh, de, qui permet de voir si le projet, concrètement, on peut le mettre en place. Euh, donc ça dépend de chaque territoire, de chaque projet. C'est assez facile à prouver la faisabilité du projet, de voir que vous avez, vous, le potentiel aussi technique pour maîtriser le cœur de l'activité du futur projet de création d'entreprise. C'est sûr que si vous lancez dans la fission nucléaire après avoir été plongeur dans un restaurant, là, ça aura du mal à passer. Donc, il faut justifier de votre parcours, de vos compétences, choses comme ça. Les perspectives de réussite et développement, ça c'est important. Parce que si vous vous lancez dans un secteur qui périclite, qui est bouché, là, vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, prouvez que vous vous lancez dans une activité qui peut générer des revenus, du chiffre d'affaires. Il faut apporter les éléments qui prouvent ça. Le potentiel d'activité, donc c'est pareil, ça c'est très en lien avec les perspectives de réussite et de développement. Le potentiel d'activité, c'est nous, par exemple, on a la chance en Guyane d'être sur un territoire qui grandit en termes de population de manière phénoménale. Donc, du coup, on a un potentiel d'activité dans le secteur, par exemple, du bâtiment qui est énorme et des services. Donc ça, c'est pareil, c'est en lien avec le territoire. Donc ça, c'est pareil, c'est évalué par la commission. L'application mise à la préparation du projet, ça, c'est par rapport à tout ce que vous avez fait pour mettre en œuvre votre projet. Toutes les démarches que vous avez pu effectuer avant, les experts que vous avez pu consulter, le parcours de formation que vous avez peut-être prévu de mettre en œuvre ou que vous avez déjà effectué, l'investissement que vous comptez réaliser en termes financiers, choses comme ça. Donc tout ce parcours préalable à la démission pour la création d'entreprise est également jugé par la commission. Les moyens mis ou à mettre en œuvre. Donc là, on parle des investissements qui sont nécessaires pour le projet. Donc, ce que les équipements, les matériels, les bâtiments dans lesquels vous devez investir pour démarrer, et les ressources que vous mettez en face. Comment vous allez pouvoir financer. Si vous avez prévu de démarrer avec 100 000 euros d'investissement, mais que vous n'en avez que 20 000 sous la poche, ça va être dur à justifier auprès de la commission. Donc, il faut un plan de financement équilibré. L'aspect innovant du projet est un plus. La CEPIR peut dire oui à des projets qui ne sont pas innovants, mais si vous avez un aspect innovant, c'est un plus. Alors dans innovant, il ne faut pas se limiter à innovation technologique. Innovant, ça peut être innovant dans la manière de faire, de manière de délivrer un service. Ça peut être innovant parce que c'est quelque chose qui n'existe pas sur un territoire. Voilà, c'est innovant au sens large. Et l'adéquation personne-projet, ben là, ce sont d'un côté vos capacités techniques que vous avez, les habilitations éventuellement nécessaires, qualifications, et également les compétences entrepreneuriales, alors qui sont beaucoup plus dures à juger sur un dossier comme on dépose à la CEPIR. Donc eux, ils vont plus se focaliser sur le côté réglementation, habilitation, expérience que vous avez. Mais par contre, dans un parcours de création d'entreprise, les compétences entrepreneuriales, les soft skills, comme on appelle ça, sont des éléments très importants, qui ne sont pas à négliger.
Alors, quel organisme interlocuteur pour faire une étude de faisabilité? Ça peut être des organismes comme la BGE, hein, qui est d'accompagnement à la création d'entreprise, mais qui n'est pas le seul. Vous avez, si vous êtes une femme, le réseau des premières qui également fait ça. Vous avez des réseaux comme l'ADI aussi, qui est un financeur, mais qui fait également de ce qu'on appelle, c'est sur la phase émergence en fait ça. Hein, c'est ce qu'on appelle la phase émergence des projets de création d'entreprise. C'est les toutes premières choses qu'on voit. Et donc, vous avez pas mal d'organismes. Vous pouvez voir même certaines chambres de commerce et chambres des métiers. Alors, on me demande si le business plan sert à justifier le caractère réel et sérieux du projet. Oui, on va y venir. Ça fait partie des documents que vous devrez livrer à la commission. Euh, c'est ce qui vient dans la slide ensuite. On me pose la question du statut entrepreneur pour voir s'il est et freelance pour voir s'il est compatible avec le CEP démissionnaire. Le CEP démissionnaire n'a rien à voir avec le statut. Il fonctionne pour tout type de projet. Je dirais même pour un projet associatif. Hein, donc, j'ai déjà eu le cas d'ailleurs. Hein, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on a réussi à avoir un avis favorable en CEPIR pour un projet associatif pour une personne. Donc, oui, ça marche pour n'importe quel type de projet. Pas d'autres questions. Donc, on continue, si ça veut bien. Voilà. Donc, effectivement, pour prouver l'aspect réel et sérieux de votre projet, on va vous demander de fournir une étude de marché et un prévisionnel financier, ce qu'on appelle communément l'ensemble un business plan. Donc, pour ça, donc là, c'est là que votre conseiller en évolution professionnelle connaîtra peut-être ses limites, puisque ce sont des documents techniques que lui ne sait peut-être pas faire, et qu'il vous orientera vers des organismes pour le faire. Il est également possible de le faire soi-même. Moi, j'ai eu beaucoup de cas. Par exemple, ces derniers temps, j'ai accompagné pas mal de banquiers qui quittaient leur banque pour se mettre à leur compte et qui sont tout à fait en capacité de faire leur propre étude de marché et prévisionnelle. Et ça a été accepté par la CEPIA. Hein, donc, vous n'êtes pas absolument obligé de passer par un organisme. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux passer par des organismes. Donc là, de nouveau, je vais citer les BGE, les premières, l'ADI, et du coup, vous avez également des experts comptables, des cabinets d'études. Donc tous ces organismes ont des coûts plus ou moindres. Vous pouvez également trouver des organismes qui vous aident à faire une étude de marché, un prévisionnel financier grâce à votre CPF, votre compte personnel de formation. Vous tapez création d'entreprise. Tout ce qui est en lien avec la création d'entreprise est éligible au CPF et vous avez beaucoup d'offres en ligne également. Donc, les experts pour vous aider sur ces aspects-là ne manquent pas. Mais ce sont des documents indispensables. Donc, l'étude de marché, hein, en gros, hein, pour résumer vite fait, c'est prouver que mon activité a un potentiel d'activité. Et donc, je vais étudier ma clientèle, je vais étudier ma concurrence, je vais étudier mon emplacement, mes fournisseurs, ce qu'on appelle les prescripteurs. Et de là, je vais essayer de sortir des éléments de preuve montrant que je peux dégager du chiffre d'affaires et du bénéfice. Et le prévisionnel financier, c'est traduire tout ça en chiffres. C'est-à-dire que quand je me lance, j'ai fait des choix d'investir dans tel et tel matériel, de vendre à tel et tel prix, de fonctionner de telle et telle manière, de vendre en ligne ou en magasin. Ça se traduit financièrement dans des tableaux. Donc là, c'est de la pure technique. Hein. Si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Donc autant faire appel à un professionnel. Alors, excusez-moi de l'interruption, c'est mon collègue qui lit les questions du chat. Par rapport à la personne qui a connu une interruption d'un mois suite à un licenciement et un reclassement, une licence économique et un reclassement, qui
donc devait être en CSP auprès de Pôle emploi, c'est ça Ouais. Là, je vous invite à aller sur le site démissionreconversion.gouv.fr pour rentrer vos données, pour voir si vous êtes éligible ou pas. Il y a un numéro vert sur le site que vous pouvez appeler également, puisque les règles d'éligibilité de Pôle emploi, je vous avoue, sont assez opaques pour moi. Je ne les connais pas forcément. Donc, je vous invite à aller sur le site et voir le numéro vert. Pas d'autres questions, Franck? Ok. Alors, concrètement, le parcours pour, pour mobiliser le CEP démissionnaire, ça commence par ce qu'on vient de dire à la dame qui a posé la question, c'est d'aller sur le site pour vérifier son éligibilité. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez vu que vous êtes éligible, vous contactez votre opérateur CEP. On verra qui sont vos opérateurs CEP par la suite. Le plus proche et qui, lui, initie officiellement la démarche. Donc là commence un processus pendant lequel vous allez remplir ce qu'on appelle le volet CEP. Donc le volet CEP, c'est un document spécifique pour le CEP démissionnaire qui vient en appui de l'étude de marché et du prévisionnel financier. Donc, vous remplissez, vous co-construisez ce volet avec votre conseiller, qui vraiment là est là pour vous appuyer, pour vous épauler. Ce volet, il retrace l'origine de l'idée, la motivation, pourquoi vous voulez quitter votre emploi pour créer cette entreprise. Est-ce que vous avez bien cerné tous les aspects en termes de changement de vie professionnelle, de vie personnelle, et puis quelques éléments que vous tirerez de l'étude de marché qui seront à mettre dans ce dossier. Le volet CEP qui fait 7-8 pages. Donc il est à soigner, vraiment à soigner, parce que ensuite vous déposez le dossier auprès de Transition Pro. Donc si vous avez suivi quelques séminaires de la semaine de l'évolution professionnelle, Transition Pro, vous savez que c'est un acteur important du conseil en évolution professionnelle, et c'est Transition Pro qui organise les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Donc le dossier se dépose auprès de Transition Pro en ligne, et donc à ce moment-là, vous mettez votre volet CEP, vous mettez votre étude de marché, votre business plan, plus tous les documents qui vous paraîtraient utiles pour défendre la cause de votre dossier. Il ne faut pas hésiter, parce qu'il faut savoir que lors de la commission, vous n'êtes pas présent physiquement. La commission ne juge que sur analyse du dossier. Donc, vous n'avez pas de possibilité de vous défendre de visu. Donc, c'est important de vraiment bien préparer sa documentation. Ensuite, une fois que vous avez déposé votre dossier, la CEPIR dispose de 2 mois pour donner sa réponse. Si vous n'avez pas de nouvelles pendant les 2 mois, c'est que c'est considéré comme accepté. Si vous avez une réponse négative, vous avez également 2 mois, vous, pour déposer un recours. Ça consiste à pas redéposer le dossier, parce qu'il est déjà déposé, mais vous pouvez déposer des éléments complémentaires pour appuyer votre demande. Et là, c'est pareil, dans ce cadre-là, vous pouvez faire appel à votre conseiller CEP qui peut vous aider à constituer de nouveau ce dossier avec ces éléments complémentaires. Une fois que vous avez la réponse positive, vous avez 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi. Vous vous inscrivez à Pôle emploi, mais ne croyez pas que le parcours du combattant est terminé. Ce n'est pas parce que vous avez eu l'attribution par la CEPIR du CP démissionnaire, vous aurez automatiquement vos indemnités chômage. Puisqu'il reste une dernière étape, c'est une commission interne à Pôle emploi qui va avaliser la décision de débloquer les ARE pour vous ou pas. Et ce n'est pas forcément automatique. J'ai eu des cas de personnes accompagnées. On a eu sans problème l'autorisation de la CEPIR. Et la mauvaise surprise au moment d'arriver à Pôle emploi, comme la personne avait reçu un solde de tout compte très important à la fin de sa période en entreprise, Pôle emploi a estimé qu'il pouvait attendre le délai de carence de 4 mois pour voir ses ARE débloqués. Donc, je vous informe que ça peut arriver. Ce n'est pas automatique comme processus, le CEP démissionnaire. On monte un dossier, on a une décision d'abord positive de la CEPIR. Il faut ensuite une décision positive de Pôle emploi pour débloquer vos ARE.
Alors, c'est une stratégie, oui, c'est possible, hein, quitter un CDI pour prendre un CDD ou de l'intérim pour, euh, pour avoir droit aux RE après. Voilà. C'est tout à fait possible. Ça- Alors, on me pose une question où j'ai pas tout à fait compris. Quel type? Ouais. Alors, on me pose une question par rapport au titre de séjour pour changer de statut, de passer d'étudiant à entrepreneur. Quel type de statut juridique en gros, je ne crois pas que ce soit lié au statut juridique, hein. Là, on est plus sur un autre aspect qui n'est pas le mien. Donc, je ne saurais pas vous répondre par rapport à ça. Oui, si on a une réponse négative, on a le délai de carence de 4 mois, au cours duquel, après, notre dossier est réexaminé par la commission. Et durant ces 4 mois, il n'y a pas de perte, hein. Vos RE restent au niveau auquel ils auraient dû être, hein. Il n'y a pas une diminution. On ne rogne pas dessus. Alors, j'arrive au terme de cette présentation sur à quoi peut servir le CEP en termes de création d'entreprise. Et là, je vous ai mis une petite slide plus de mon aspect spécialiste de la création d'entreprise pour vous donner des conseils en termes de projet de création. Déjà, alors ça c'est commun à tous les projets CEP, c'est si c'est possible, informer votre employeur dès le départ, hein, puisque c'est un projet d'évolution, c'est un projet de professionnel, et souvent les employeurs sont partie prenante de votre futur projet. Et dans ces cadres-là, ça peut être également une partie prenante par rapport aux formations qu'il y a à faire. Ça peut être une partie prenante en termes d'activité future. J'en vois pas mal des gens qui quittent leur emploi pour se mettre à leur compte dans le même domaine et qui deviennent sous-traitants pour leur ancien employeur. Donc, c'est une raison supplémentaire pour informer votre employeur dès le départ. Des fois, c'est conflictuel, je comprends bien. Dans ces cas-là, bah, voilà, c'est pas forcément possible. Mais si vous avez la chance de pouvoir avoir une discussion avec votre employeur, moi, je vous encourage à le faire. Deuxième conseil, c'est parler de votre projet autour de vous. Un projet de création, il, euh, il a besoin de nombreux facteurs pour réussir et des fois de facteurs chance. Et la chance, ça se provoque. Et si vous ne parlez pas de votre projet, bah, vous ne provoquez pas la chance. Hein, c'est provoquer la chance, voilà, c'est dire voilà, je vais me lancer dans telle activité, j'aurai besoin de telle machine, j'aurai besoin d'un local, j'aurai besoin d'un terrain. Et c'est quelqu'un qui va avoir ah tiens, je vois un terrain là, j'ai pensé à un tel qui a un projet. Voilà, je vais lui en toucher deux mots. Parler de votre projet, ce n'est que bénéfique. Vous aurez des retours de personnes expérimentées. Vous n'aurez pas forcément que des bons retours. Après, il faudra faire le tri, hein. Mais ce que je vois, c'est que les personnes qui ne parlent pas de leur projet, généralement, n'arrivent pas au bout de leur projet de création. Même avant un premier contact, travaillez une présentation de votre projet. Et donc, avant un premier contact avec qui que ce soit, et là notamment, puisqu'on en parle du conseiller en évolution professionnelle, eh ben, c'est important de pouvoir présenter clairement votre projet, de savoir que la personne qui est en face de vous voit clairement les tenants et aboutissants. C'est un élément fondamental dans le processus de création d'entreprise, de présenter son projet, savoir pitcher, comme on dit, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus social qui, consiste à faire venir des parties prenantes dans votre projet. Donc plus vous saurez présenter, plus vous saurez convaincre et plus vous arriverez à emmener les gens autour de vous, autour de votre projet. Et ça commence dès le départ. Quatrième conseil, faites-vous accompagner. Il existe beaucoup d'organismes d'accompagnement à la création d'entreprises et les taux de pérennité des entreprises augmentent avec le taux d'accompagnement.
Les entreprises qui démarrent en ayant été accompagnées durent beaucoup plus longtemps que celles qui démarrent sans être accompagnées. Et malheureusement, l'accompagnement n'est pas assez sollicité. Seuls 10% des entreprises immatriculées en France se font accompagner, alors qu'il y a des acteurs partout. Il y a des organismes comme les réseaux BGE Première, il y a des organismes de formation, il y a des chambres consulaires, il y a des indépendants, il y a énormément d'offres en termes d'accompagnement. Après, il faut trouver l'information, mais faites-vous accompagner. Et dernier conseil, trouver une solution de secours, anticiper une solution de secours. Comme on vous l'a dit, un projet déjà ne se concrétise rarement tel qu'on l'a imaginé. Il y a toujours un effet pâte à modeler dans le projet de création d'entreprise qui fait que ça ressemble à autre chose qu'on avait pensé. Et ça peut être des fois, on peut être amené à abandonner un projet ou à redessiner ou repenser à un retour à l'entrepreneuriat ou alors à un autre projet plus calibré, à notre mesure, plus petit. Donc, il faut toujours anticiper des solutions alternatives pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Oui, il existe des aides, hein. Il y a tout un système de subventions, de prêts d'honneur, de financement. Vous avez également le financement participatif qui peut fonctionner. Après, voilà, il faut que le tout soit cohérent. Effectivement, si vous partez sur un projet à 200 000 avec un apport de 1 000 euros, vous n'arriverez pas à convaincre des financeurs. Il y a une histoire de cohérence, de montant d'apport personnel à avoir. Et pareil, peut-être une réflexion sur le dimensionnement du projet qui est à faire. On se dit au départ qu'on a besoin de telle machine et qu'on a besoin de l'acheter. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est de l'utiliser. Donc, quelque part, peut-être que je peux l'emprunter ou peut-être que je peux l'utiliser quand une autre personne n'en a pas besoin. Hein, il y a une agilité d'esprit aussi à avoir parce que les financements, c'est pas automatique. Hein, c'est la quête des financements, c'est souvent ce qui est usant dans les processus de création d'entreprise. Donc, il en existe. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à mes porteurs de projet de ne basez pas votre projet sur l'obtention des financements. Il faut que même si on vous dit non, votre projet puisse démarrer. Alors, si tu veux, je passe la main à mon collègue Franck, qui est un ancien de Pôle emploi et qui connaît bien les questions sur les carences, les délais de carence. Oui, bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Donc du coup, sur les carences. En fait, pour la question de Jessica, qui était si on quitte un CDI pour un CDD et qu'après on s'inscrit à Pôle emploi, y a-t-il un délai de carence avant de bénéficier de l'ARE? Quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous avez toujours un délai de carence, quoi qu'il arrive. Quelle que soit votre situation, vous avez 7 jours de délai de carence qui s'appliquent. Ensuite, à ces 7 jours-là, peuvent s'appliquer un délai de carence plus important en fonction de 2 raisons. Si vos employeurs vous versent les congés payés à la fin de votre contrat, et s'il vous verse une indemnité supralégale au-dessus du coup de ce qu'il est censé vous verser légalement. Donc en gros, s'il y a une indemnité supralégale, dans ce cas-là, il y aura des jours de carence qui peuvent s'appliquer. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que M. Sabin avait bien raison de le préciser, c'est que quand vous inscrivez à Pôle emploi, a priori, si vous avez bien vérifié en amont que vous êtes éligible au dispositif, vous aurez une ouverture de droit. Mais cette ouverture de droit ne garantit pas que vous allez bénéficier du chômage dès votre inscription. Si vous avez des carences qui vont s'appliquer, bah, ça peut aller parfois jusqu'à 4 mois, parfois un peu plus même. En effet, Pôle emploi va estimer que, en fonction des revenus que vous avez perçus à la fin de votre activité, vous êtes en mesure de vivre sur ces revenus-là et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un versement de chômage à ce moment-là. Dans ce cas-là, votre chômage débutera à la fin de cette carence-là. Ce qui veut dire du coup de mettre de côté cette somme-là pour vivre et non pas pour investir dans l'entreprise. Si c'était un projet que vous aviez prévu du coup dans ce lancement, bah, il faudra savoir que vous n'aurez peut-être pas de fonds, enfin l'assurance chômage de Pôle emploi dès le début et que vous aurez peut-être des jours de carence. Tout simplement, je repasse la main à Monsieur Sabin pour la suite de la présentation.
Alors, on va juste faire un petit rappel sur le principe du conseil en évolution professionnelle, pour rappeler que c'est un service public qui est totalement gratuit, et qui donc constitue un processus d'appui à tous les salariés indépendants. Le mot processus qui n'est pas mis en gras est pourtant important. Hein, on est dans un projet, donc on est dans une suite logique. Le conseil en évolution professionnelle, c'est rarement du one shot. Hein, c'est vous entrez dans un parcours où le conseiller est là pour vous accompagner dans la définition de votre projet. Vous qui aspirez à devenir chef d'entreprise, vous êtes également éligible au CEP1, je vous le rappelle. Donc, les principes de base du conseil en évolution professionnelle, c'est donc la gratuité, la confidentialité. Hein. Votre employeur n'est pas au courant que vous venez nous voir. La neutralité, et ça en termes de création d'entreprise, c'est important puisque nous, on n'est pas là en tant que CEP pour juger de la pertinence de votre projet. On peut avoir notre avis, mais on le garde pour nous. Par contre, on peut donner des mises en garde, voilà, mettre des garde-fous. Mais si vous arrivez avec un projet complètement farfelu et que malgré nos mises en garde, nos garde-fous, vous y allez, nous, on est là pour vous accompagner pour y aller. Hein, on n'a pas le droit de dire non, n'y allez pas. Voilà. Hein, le conseil en évolution professionnelle est neutre. Il est accessible, il répond à un maillage territorial très dense, il est accessible en ligne, il est accessible par téléphone, il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et il est impartial. Hein, le conseiller ne prend pas parti, ni avec l'employeur, ni avec d'autres organismes, ni avec le salarié. On délivre de l'information et on aide à construire des projets. Alors, comme je vous disais, selon votre situation, vous allez dépendre de plusieurs opérateurs CEP. Et donc, nous, en tant que BGE, on fait partie des opérateurs privés pour les salariés du secteur privé. Et donc, il y a un opérateur pour la région. Donc, vous voyez, ils sont au nombre de 6. Il y a des petits opérateurs qui sont présents, par exemple, qu'en Guyane, comme la BGE, mon CEP qui est présent qu'à La Réunion. Et après, il y a des gros groupements qui sont présents dans toutes les régions. Si vous êtes cadre, vous dépendez de la PEC, demandeur d'emploi de Pôle emploi. Les personnes de moins de 26 ans dépendent des missions locales et les personnes en situation de handicap de Cap emploi. Donc l'objectif, c'est stimuler, aider à la formalisation, l'élaboration de parcours qui visent à évoluer. Donc évoluer en interne, évoluer en externe. Dans ces cas-là, ça peut être de la reconversion ou alors de la poursuite dans un autre domaine, dans une autre entreprise. Mais le CEP, c'est aussi développer ses compétences en ayant accès à de la formation ou à de la reconnaissance des compétences. Hein, ça peut être aider à la transition, comme on vient de le voir, de la reprise création d'entreprise. Ça peut être préparer des entretiens professionnels aussi en interne, sans qu'il y ait forcément un projet d'évolution de professionnel derrière. Ça peut être aider à faire le point, prendre du recul sur sa situation. Hein, ça peut être voilà, se faire reconnaître des diplômes, aider à la mobilité. Donc, ça se passe donc en toute confidentialité. Vous avez un conseiller avec qui vous échangez, qui est dans une posture d'écoute et dans une posture d'appui méthodologique et informationnel pour vous aider à bien présenter votre projet, vos besoins, ou les identifier, les clarifier, hein, parce que c'est pas toujours évident ce qu'on a en tête. Donc, le conseiller est là pour vous aider à faire le tri dans vos idées et vous informer et lieu de tous les organismes disponibles. J'ai une petite coupure, mais ça devrait aller. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous déjà pour trouver votre opérateur CEP. Il y a le site mon-cep.org sur lequel vous trouverez votre opérateur CEP adapté. Et auprès de celui-là, vous pourrez prendre un rendez-vous très facilement. Il y a souvent un numéro de téléphone unique. Par les sites internet, c'est possible. Via le compte CPF aussi, on vous informe qui est votre opérateur CEP. Donc, l'information est très accessible. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition avec Franck pour d'éventuelles questions autour de ce que nous venons de présenter.
apports en numéraire doit représenter par rapport à l'investissement. Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. Il y a des usages, on va dire, par exemple, dans le milieu bancaire, si vous allez solliciter un prêt bancaire, un minimum est à 30%. Après, il y a des prêts d'honneur qui exigent 20%. Après, il y en a d'autres qui vont, des fonds européens qui vont financer bien au-delà sans apport personnel. Donc ça dépend du type d'aide que vous financez. Mais de ce que je comprends en filigrane par rapport à votre question, généralement pour le secteur bancaire, c'est vraiment un minimum de 30%. Sachant que dans vos apports, vous pouvez intégrer des éléments, donc ce que vous apportez vous, mais également des cofinancements. Si vous avez obtenu des subventions, elles font partie de vos apports. C'est ce qu'on appelle du quasi-fonds propre. Hein. Ce n'est pas seulement l'argent que vous mettez sur la table qui est considéré en apport. Hein. C'est aussi ce que vous avez obtenu par des tiers. Non, le CEP, c'est pour les actifs occupés et dans la fonction publique d'État, ça dépend de chaque type d'activité. Je sais que pour la santé, les hôpitaux, il y a la voilà, il y a voilà, l'Agence nationale de la fonction hospitalière qui fait office de CEP. Dans l'éducation nationale, ma femme y travaille, j'arrive pas à trouver l'information. C'est très compliqué. Alors, c'est ce qu'expliquait Franck tout à l'heure. Vous aurez ce délai de 4 mois de carence avant que vous soyez éligible aux ARE. Mais ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit aux ARE. Alors, je reprends parce que je n'avais pas précisé la question. Hein. C'est en cas d'émission simple, est-ce qu'on a le droit aux ARE? Donc, en cas d'émission simple, on a les 4 mois de carence. Et au bout de ces 4 mois de carence, notre dossier est réexaminé par Pôle emploi. Et éventuellement, on peut avoir les ARE, mais ce n'est pas garanti. Alors, je vais vous trouver le lien pour que vous puissiez récupérer le document. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais vous envoyer un lien WeTransfer. Alors, est-ce qu'il y a des différences en tant que cadre pour le CEP démissionnaire? Non, hein, le traitement est le même que pour le CEP. Ce qui pourrait changer en tant que cadre, c'est que vous avez un délai de préavis vis-à-vis de votre employeur qui est souvent supérieur à celui d'un salarié. Mais, le dispositif du CEP démissionnaire est en lui-même identique. Alors, je vous mets dans le chat le lien WeTransfer qui vous permet de récupérer la présentation. Sinon, sachez que le 15 octobre, la semaine prochaine, je refais cette présentation à 13h heure métropole, donc 8h heure Guyane. Voilà. Dans le même cadre que les semaines de l'évolution professionnelle. Donc voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Bon, bah, il est 13h59, un timing parfaitement tenu. Merci. Vous avez bien calibré vos questions. Et n'hésitez pas à parler autour de vous de vos projets et n'hésitez pas à vous lancer. Au revoir. Je laisse le temps de copier le lien quand même dans le chat. Ouais.